Donc Ça va. bonjour à tous. Donc on est avec nous, enfin vous êtes avec nous ce soir pour terminer cette journée, pour vous parler d'exosquelette, avec une question: est-ce que l'exosquelette est un réel outil de prévention dans le cadre des TMS? On va se présenter. Hop, donc moi je m'appelle Vincent Bouguin, je suis technicien en prévention des risques professionnels au sein de PST35 et je suis accompagné. De Damien Joland, du coup, je suis moi ergonome au sein aussi également de PSC35. Et on va commencer avec une petite introduction. Alors vous avez des petites cartes, vrai-faux. On va commencer par les 10 idées reçues de l'INRS. Alors Juste avant de commencer quand même, juste, si tu me permets, c'est que vous voyez qu'on a des modèles d'exosquelettes. Là, on va faire la présentation sans question, juste au début, parce que comme on est filmé, et l'idée, c'est que derrière, à l'issue de la présentation, vous aurez toute liberté pour poser toutes vos questions. Ça sera suivi effectivement aussi de petits fours pour ceux qui y restent. Et puis, l'idée, c'est que même si certains sont intéressés par des tests d'outils, on sera là aussi pour ça, si besoin. D'accord? À l'issue de la présentation et des questions. Donc, on va commencer avec les 10 idées reçues de l'INRS. Alors, on en a retenu que 9. On va terminer avec la 10e tout à la fin, on se la garde pour la fin. Et l'idée, c'est un question vrai-faux. La première question, c'est: les exosquelettes sont tous des robots? Je vous laisse participer. Ouais, il y a plutôt beaucoup de faux. Alors, tout à fait, hein, les exosquelettes ne sont pas forcément des robots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de motorisation avec des capteurs ou des énergies externes qui sont mis. Les exosquelettes sont la solution contre le risque des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Ouais. Ah, il y a un peu de vrai quand Ouais, même ouais. aussi, un petit peu. Donc c'est plutôt faux, c'est pas la solution, ça peut participer dans les solutions, mais les TMS, c'est des causes multifactorielles, donc on ne peut pas, tout solutionner avec une seule solution. Voilà. Les exosquelettes limitent les efforts physiques. Alors il y a plutôt du vrai. Ah ah. Alors là, il y a du Alors, vrai et ouais, du mais faux. plutôt, ça ne marche pas à mettre vrai feu, d'accord? Mais si, c'est Bon, vrai, si, si, mais c'est bien joué ça. bon, ça marche, Si, si, d'accord. ça Vous marche. aviez raison, c'était pour vous Ça piéger un marche. peu. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des assistances physiques avec, par exemple, de la motorisation, donc on peut avoir on peut soulager aussi les efforts physiques par ce biais, mais ça peut générer d'autres contraintes aussi, puisqu'on reporte la charge sur une autre partie du corps et on peut augmenter le coût cardiaque, donc non, c'est pas forcément, on va pas forcément limiter les efforts d'une manière systématique. Et surtout, on va faire travailler les muscles antagonistes. Exact. Qui sont On va y revenir, on va y revenir. les exosquelettes augmentent la force du salarié. Ah. Alors, il y a plutôt du faux. Ouais, il y a du vrai faux. Eh ben, il y a du vrai faux, exactement. Pourquoi? Parce que si on a une assistance physique avec, par exemple, de la motorisation, on peut imaginer augmenter la force du salarié. Mais si on n'a pas d'assistance physique, on est juste sur un report de l'effort par le matériau qui est élastique. Et puis, il y a différents types d'exosquelettes également, ou notamment dans le cadre militaire, c'est vraiment l'objectif d'augmenter la force du militaire, notamment. Et c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Les exosquelettes conviennent à tous les salariés. Ouais, c'est plutôt du faux. Exactement. Pourquoi? Il y a des tailles, il y a des équipements, c'est quelque chose qu'on va porter. Il y a aussi le genre. Voilà, c'est plus compliqué pour les femmes de porter des exosquelettes, lié à la morphologie. Donc voilà, c'est pas, ça convient pas à tous les salariés. Les exosquelettes ne présentent aucun risque pour le salarié. On a plutôt beaucoup de faux. Alors tout à fait. On peut avoir d'autres risques qui apparaissent. Alors on parlait tout à l'heure du report de la charge, mais on peut aussi avoir de l'amplitude qui peut être limitée. On peut avoir l'encombrement avec par exemple ce genre d'équipement, vous voyez, avec des bras qui peuvent partir sur les côtés, avec de risques d'accident de travail. On peut avoir aussi la sensation, quand on l'enlève, de perdre la notion d'assistance, un peu comme quand on enlève son sac de randonnée après une grosse marche. Un coup, hop, on sent un petit peu et on peut avoir parfois des bascules vers l'avant. Donc il peut y avoir d'autres risques. Les exosquelettes sont adaptés à toutes les situations de travail. C'est trop facile, notre. Très bien. Effectivement, faux. L'idée, c'est qu'effectivement, ça passe obligatoirement par une analyse de l'activité qui permet de définir, déjà le type, enfin, déjà pour faire de la prévention d'abord collective et in fine, s'il y a besoin de faire de la prévention plutôt individuelle curative, peut-être, dans ces cas-là, l'idée de l'exosquelette peut être intéressant, mais encore une fois, au regard de la situation de travail et toutes les situations ne permettent pas le port d'un exosquelette notamment. On va y revenir aussi. Les exosquelettes sont immédiatement utilisables en situation de travail également aussi. Est-ce que c'est directement utilisable? Alors je vois du vrai faux d'un coup. Alors la réponse est faux et effectivement c'est très important cette étape aussi d'appropriation de l'outil notamment,
Parce qu'effectivement, au début, notamment la formation sur les réglages, notamment aussi l'appropriation où ça va changer un petit peu la gestuelle et l'utilisation de son corps. Donc il va y avoir, même au début, un petit peu pour le salarié, des fois une perte de repères et donc qui va s'accompagner notamment d'accompagnement de formation. Et il y a une notion vraiment de réorganisation de l'activité pour Oui, intégrer l'exosquelette qui est très, très, très importante. oui, on va y revenir, ouais. Les exosquelettes améliorent la productivité. Mmh. Pas mal ceux qui ont mis les 2. Très bien, bravo. Bon, tu l'as vu 10 fois toi, donc ça marche pas. Tu l'as vu hem Du coup, effectivement, l'idée, c'est que, ça peut permettre mais c'est pas l'objectif en soi, en fait, surtout qu'au début, il peut y avoir un phénomène justement par le fait de prendre en main l'outil qui et notamment aussi le temps d'habillage et de déshabillage qui peut faire perdre aussi un petit peu en productivité. L'objectif, c'est plutôt que nous, notre base, c'est plutôt un objectif santé et ça peut avoir un impact sur la productivité, notamment sur la diminution des arrêts de travail, sur, effectivement la baisse donc de l'absentéisme et cetera. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi où mais c'est l'enjeu, c'est pas de porter 2 cartons à la place de un, par contre. Alors effectivement, les définitions. Alors pour repartir un petit peu sur des notions, pour repartir avec une base commune, les définitions à la base, tu vas un peu vite, le début, c'est qu'effectivement déjà il faut sortir de la logique, Iron Man, Hulk et cetera. Ça, c'est des idées à déconstruire. C'est pour ça qu'on commence en général par les petites questions à idées reçues. Parce que tirer de l'INRS d'ailleurs, je vous recommande, on a tiré ça de ce document et en fait, l'idée, c'est que justement, on se fait tout un tas de fantasmes vis-à-vis de l'exosquelette, alors qu'à la base, le terme exosquelette est sorti il y a assez longtemps et c'était issu de la biologie qui consistait à dire que c'était un squelette externe au corps donc et qui protège un organisme. Donc ça, c'était les premières définitions plutôt issues de la biologie. Ensuite, on en a eu un peu plus récentes en 71 qui décrivaient donc les premiers exosquelettes comme un vêtement mécanique extérieur qui amplifie, là il y a le mot amplifie, la force et l'endurance du porteur. Et la définition qui nous paraît la plus correcte et qui est la plus récente de tirer de l'INRS justement, et qui date de 2017, comme quoi ce sujet est quand même relativement très récent quand même, donc ça a moins de 10 ans. Eh bien, c'est vraiment l'idée que les exosquelettes sont des systèmes mécaniques ou textiles à contention revêtus par l'opérateur, visant à lui apporter une assistance physique, bien entendu, une assistance et pas une amplification dans l'exécution d'une tâche par une compensation de ses efforts et quand même ou une augmentation de ses capacités motrices. Ils peuvent être donc robotisés ou non, on va vous le définir après. Ce qu'il faut vraiment déconstruire, c'est que armure, science-fiction, technologie, défense, c'est vraiment ça à déconstruire. On imagine tout de suite Iron Man, c'est pas ça du tout. Et pareil, tout ce qui est augmentation va pouvoir aller plus, faire plus, porter plus. Tout ça, c'est pareil, c'est pas dans cette logique-là. Et donc l'enjeu, c'est vraiment cette dernière définition qui nous paraît beaucoup plus adaptée aux enjeux actuels notamment. Alors, il y a 4 grandes familles d'exosquelettes aujourd'hui sur le marché. Alors, il y a le marché du sport, on voit des exosquelettes comme le Mojo, qui est un équipement qui permet de se remettre au ski pour les personnes qui ont des problématiques de genoux, par exemple. On voit aussi des équipements pour la course ou la randonnée en montagne. On a le domaine militaire. Alors, c'est un domaine qui est vraiment à part parce qu'on est sur des équipements qui sont motorisés, robotisés, avec des équipements à plusieurs centaines de milliers d'euros, où là, vraiment, l'objectif, c'est d'amener de la force et de l'endurance avec des robots aussi d'assistance qui accompagnent le militaire et qui portent son sac ou de l'armement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le marché de l'industrie. Ce qu'on voit aujourd'hui, hein, tous les exosquelettes que vous avez aujourd'hui devant vous sont vraiment destinés à ce marché-là, marché de l'industrie. Et on a en parallèle la partie santé et rééducation, avec par exemple les exosquelettes de Rewalk qui permettent de reverticaliser, redonner de la marche à des personnes qui sont paraplégiques, qu'on voit de plus en plus en centre de rééducation, hein, Saint-Hélier, Carpap, utilisent ce genre d'exosquelettes. Là, ces équipements qui sont en centaines de milliers d'euros, hein, c'est des équipements qui sont hors du budget de l'industrie aujourd'hui et qui ne sont pas du tout adaptés. Et c'est à but uniquement médical. Exactement. Donc nous, on va vraiment faire un focus sur cette partie-là. Une diapo de là, ça vient de l'INRS. En fait, elle a travaillé sur la classification des équipements qui vont nous permettre de travailler sur les assistances physiques. On va parler de DAP, dispositif d'assistance physique, ou de RAP, robot d'assistance physique. Ils sont classés avec contention ou sans contention. Alors, vous avez mis par exemple le préhenseur avant tout, ce que vous pouvez retrouver en industrie. Donc là, c'est un équipement qui va permettre d'assister physiquement, mais on ne va pas être affixé, c'est nous qui le manipulons. Et là, on va rentrer dans la catégorie exosquelette, c'est ceux qui sont avec contention, hein, qui sont portés par un opérateur. Donc là, par exemple, on a le Charless, qui est un équipement qui permet, c'est un assis debout portatif, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on peut marcher avec et hop, on peut se positionner en posture assis debout à la demande. Par contre, on ne peut pas monter une marche ni descendre une marche.
Ouais, parce qu'on a comme un peu des pattes de sauterelle derrière qui suivent, donc on peut pas descendre les marches. On a des systèmes, pour le dos, par exemple textile. On vous a marqué alors ça, c'est l'ancienne version. On a une nouvelle version qui est ici, d'une marque. Donc là, c'est des choses qu'on retrouve aussi avec des systèmes d'élastique. On a des systèmes d'assistance pour les membres supérieurs qui peuvent être soit fixes, ce qu'on retrouve plutôt dans l'industrie de l'automobile, par exemple, où on peut avoir des potences avec de l'outillage, ou des systèmes qu'on va porter sur le dos. Alors, vous en avez plusieurs. On en a un ici, on en a d'autres là. Celui qui est tout devant aussi, c'en est un de la marque Apo. Et puis, on a la version corps entier. Alors, corps entier, aujourd'hui, sur le marché, il y a eu, on va dire, on était presque à l'échelle du prototype d'une marque, un modèle qui s'appelait Shiva, qui avait été développé pour les ateliers SNCF. Donc, c'était un équipement qui avait un report, comme on voit sur l'image, un report de la charge à partir du sol, Jusqu'au pied, ouais. qui prenait le dos, les épaules, les cervicales, et ça permettait de manipuler, enfin travailler sur les bougies, les essieux de train. Donc c'est un équipement qui est quand même très spécifique, très cher, et qui finalement n'a pas réellement trouvé, on va dire, le marché de l'industrie comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il est même plus On va plus utiliser. distribué parce qu'en fait, si ça fonctionnait pas, ça apportait trop de problématiques. Et dans les robots sans contention, on retrouve par exemple les robots de chirurgie, voilà, qui permettent d'opérer à plusieurs milliers de kilomètres, parfois un patient. Oui, avec des commandes déportées, hein, c'est ça l'idée. Alors, il y a 2 grandes familles d'exosquelettes. On vous parlait tout à l'heure des robots. Donc, on parle souvent d'exosquelettes dits actifs, qui ont une motorisation, qui vont avoir des batteries dessus, la plupart du temps, parce que c'est plutôt des modèles électriques. On a aussi parfois du pneumatique, ou de l'hydraulique, mais c'est souvent de la batterie. Aujourd'hui, on a beaucoup de marques d'outillage. Alors, des marques comme Festool, comme Ility, enfin toutes ces marques qui font de l'outillage aujourd'hui professionnel, commencent à développer des exosquelettes avec leur propre outil d'outillage. Donc on va bientôt peut-être s'imaginer un jour, des exosquelettes Parkside de chez Lidl, hein, peut-être, on ne sait jamais. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent sur le marché. Vraiment, on commence à avoir un lien entre, l'outillage industriel et les exosquelettes. Et dans les exosquelettes dits passifs, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui ici. C'est des exosquelettes qui utilisent des matériaux élastiques qui vont restituer de l'énergie. Matériaux élastiques, vous allez avoir la fibre de verre, du carbone, comme des palmes, hein, comme le même principe que les palmes. Vous allez avoir du ressort et souvent aussi des élastiques ou des sandaux, ouais, dans la même catégorie. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, l'opérateur va devoir emmagasiner de l'énergie, alors soit par son poids, soit par les muscles antagonistes, en armant, si on veut, l'exosquelette, pour ensuite avoir la restitution de la charge ou de l'effort. Alors effectivement, l'idée là, c'est de vous présenter que différents modèles exosquelettes, de manière non exhaustive, notamment. Déjà, on va commencer à en avoir un petit problème, vous allez voir, c'est que là, on va commencer par les exosquelettes, notamment spécifiquement sur les membres supérieurs, d'accord? Donc on voit qu'il y a différentes marques aujourd'hui qui existent sur le marché. En plus, c'est un secteur qui est donc très nouveau, comme on le disait tout à l'heure, et qui du coup, évolue très vite. Tous les 6 mois quasiment, ils ont des nouvelles versions avec des petites améliorations et cetera. Donc ça va assez vite honnêtement. Donc ça se trouve, ces photos sont déjà dépassées, hein, même si vous la prenez en photo, je permets de le dire. Et donc, ceux qu'on rencontre, en plus, certains ne sont pas forcément commercialisés en France, des fois qu'aux États-Unis, des fois qu'au Japon, par exemple. Mais en tout cas, ceux qu'on rencontre le plus, c'est effectivement le Met XT, le Plume, le Apofront, ces derniers-là, ce qu'on voit très souvent, enfin très souvent qu'on voit en tout cas. Ensuite, d'autres toujours sur les membres supérieurs. Donc, quand je dis membres supérieurs, c'est l'assistance des bras, hein, du coup, pour ceux qui sont moins habitués à ce jargon. L'idée, c'est effectivement, donc, comme vous pouvez le voir, qu'à chaque fois, ils sont portés un petit peu en mode sac à dos. OK, ça je vais être bien attentif là-dessus. À part peut-être celui-ci qu'on a mis en plus, qui est pas tout à fait pareil. C'est un système donc sous forme de potence et cetera avec, où on vient mettre ses bras dans des manchons et qui viennent du coup assister un petit peu les bras qui ont pu être mis en place parfois, par exemple sur, des couturières ou genre de choses aussi que ça a pu marcher par exemple. Bon et puis des fois il y a d'autres outils donc et à chaque fois avec des types d'assistance différents. Là vous avez le Paxo Shoulder Autobox qui est juste ici là par exemple au cas où que l'on a. Et puis le Apo Up aussi que l'on a, par là, je sais pas où. Bon et donc l'idée c'est voilà, ça c'est vraiment spécifiquement pour les membres supérieurs. Donc la première, là maintenant on y passe pour les exosquelettes spécifiques pour le dos et en fait ce qui se passe c'est que comme vous le voyez, on doit aussi les porter en mode sac à dos. Donc la première des questions qui va avoir se poser, c'est quel type d'assistance on veut? C'est-à-dire soit pour les épaules, enfin pour les membres supérieurs, soit pour le dos. On ne pourra pas faire les 2 en même temps parce que ça se porte de la même manière. Première chose.
Donc, par exemple, différentes choses qui existent, le Japet ou maintenant l'équivalent là-bas chez Apo, le BR. Sinon, il y a le Livoflex aussi, le Livesuit qui marche aussi plutôt bien, qu'on a des bons retours. Le Apo, qu'on a aussi le Apobac ici. Il y a différents autres exemples qu'il y a. Donc, le nouveau Coreforce, c'est celui-ci là. Donc voilà, avec des matériaux soit sous forme de fibres de verre, d'élastique, etc., comme disait bien Vincent. Bon, je pense que tu peux encore continuer. Voilà, donc pour le dos, encore d'autres qui existent, divers et variés, mais toujours. Ah bah si, le voilà le score. Et donc voilà. C'est juste peut-être aussi certains, comme vous pouvez le voir ici, là, celui-ci, il est actif, donc c'est mécanisé avec des batteries, et cetera. Heu, Aussi, j'attire un peu votre attention, c'est dès que vous voyez des femmes sur les pubs, en tout cas, ça montre que quand même, ils sont un petit peu plus pensés, notamment pour le public féminin. Et quand c'est que des hommes à chaque fois, c'est que déjà, on peut se dire: «Bon, pour le public féminin, ça va être plus compliqué pour, le mettre en place», notamment. Il y en a d'autres effectivement qui sont spécifiques aux cervicales, donc par exemple, celui que j'ai devant moi là, ici. Donc c'est plutôt pour assister sur, tout ce qui est, extension cervicale, notamment, tout ce qui est cariste, par exemple, mais pas que, les garagistes, voilà, il y en a différents. C'est peut-être le seul, par contre, qui peut être complémentaire et qui peut être mis en plus de ceux qu'on a vus avant, soit pour le dos, soit pour le membre supérieur. C'est les seuls qui peuvent être un peu, combinés, si je puis dire. Donc on en a parlé, le chairless effectivement, qui permet d'avoir un siège un peu assis debout mobile. Le Lexoot aussi qui existe pour les membres inférieurs. Pour l'appréhension de la main, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'Iron Hand, ou qui va permettre de favoriser cette pince notamment, qu'on a pu mettre en place pour des mélanges, ce genre de choses aussi. Et puis ces 2 modèles-là qui notamment nous qu'on pense qu'ils s'apparentent un petit peu plus à des orthèses notamment avec, par exemple le Paexotomb, qui ressemble un petit peu à un dé à coudre dans l'idée, pour vraiment, il servait à la base pour l'application de joints sur les coffres de voiture par exemple. Et le Praexowist effectivement que tu connais aussi un peu Vincent, qui permet en fait de pouvoir bloquer ou débloquer certaines mobilités articulaires au niveau du poignet notamment et permettant du coup d'avoir, un certain type de maintien en fonction de l'activité. Donc non, l'idée effectivement, c'est que vraiment, ça c'est un message de fond qu'il faut bien retenir, c'est que la majorité des exosquelettes ne visent qu'à assister une seule partie spécifique du corps. Faut bien être clair qu'on ne pourra pas solutionner toutes les problématiques. Quelqu'un qui a mal au dos et qui a mal aux épaules, il faudra choisir, par exemple. Alors, il existe aussi d'autres modèles qui s'apparentent parfois plus à des harnais de posture ou des aides de manutention, mais qui ne sont pas, spécifiquement, on les a pas mis vraiment comme les exosquelettes. Donc il y a effectivement tout ce qui est, gilet Perco, ou t-shirt Perco. Il y a eu beaucoup de publicités, peut-être que vous avez entendu parler, par exemple. Il y a aussi les ceintures, la Soft Exo Hold ou la Soft Exo Carry et qui est, en fait, c'est comme une ceinture un peu lombaire avec des petits coussinets en plus qui permettent, en fait, de reposer le carton qu'on a à transporter pour notamment les transports de colis. Et comme ça, à une main, on peut le tenir et on n'a pas à forcer par en dessous pour porter le poids du colis. C'est sur la hanche que le poids se déporte finalement. Et puis, alors même pour le port d'outils en général, pour les fûts de bière, même quand vous voulez tailler votre haie par exemple ou même, diverses, utilisations. Donc, il y a des outils qui sont là maintenant, qui existent pour, un petit peu porter, les outils. Alors, l'idée là aussi, c'est de vous parler des limites et les points de vigilance à avoir sur le déploiement d'un exosquelette. Alors, on a une publication de l'INRS qui va refaire un point sur les 6 points principaux sur le risque d'irritation, d'inconfort, hein. Vous allez avoir un équipement que vous allez porter, il va y avoir des sangles, des frictions, il y a des points de serrage, il peut y avoir des problématiques de circulation sanguine. Il y a l'augmentation du stress par rapport au port de l'équipement, parce qu'il y a des réglages à avoir, il y a certains systèmes qui sont débrayables, par exemple. Et donc, si on veut se mettre à genoux, il faut penser à le débrayer. Tu as montré le chairless. Par exemple, si je veux commencer à descendre des marches avec des sauterelles derrière les jambes, je ne peux pas descendre, je vais tomber. Donc, il y a toute cette réflexion à avoir autour de l'équipement. Les risques de collision, on en a parlé tout à l'heure, hein, j'augmente mon amplitude. La sensation de déséquilibre de mouvement, j'ai eu le cas dans un EHPAD, par exemple, d'une personne qui portait un exosquelette pour le dos et au moment où elle l'a enlevé, elle s'est penchée au-dessus du lit, au-dessus de la résidente et elle a failli basculer sur la dame puisqu'elle n'avait plus l'assistance. Voilà, donc c'est des éléments qui peuvent arriver.
La notion de contrainte biomécanique aussi, parce qu'on reporte la charge à chaque fois. Quand on veut soulager les bras, les membres supérieurs, on va renvoyer ça sur les lombaires et quand on veut soulager les lombaires, on renvoie sur les cuisses. Donc à chaque fois, on reporte la charge ailleurs. Donc voilà. La Donc charge ne disparaît pas, ça c'est un voilà. message de fond aussi, c'est qu'on ne à part quand si ça avait été corps entier, mais comme ça fonctionne pas très bien, ce qu'il faut penser, c'est exosquelette, la charge ne disparaît pas. S'il y a le sac de ciment fait 25 kilos, il fera toujours 25 kilos. Donc il y aura toujours cette notion de charge sur l'opérateur. La notion d'augmentation de l'association cardiovasculaire, alors on a certains équipements aussi qui sont incompatibles avec les personnes qui sont porteurs de pacemaker, par exemple. Donc parfois on a la demande, j'ai un salarié qui a une insuffisance cardiaque, est-ce que si je mets un exosquelette, ça va pouvoir l'aider? Mais ça peut être au contraire encore plus contre-productif. Et puis parfois aussi la sensation de maintien des bras en élévation, sans avoir cette sensation de fatigue ou de douleur, et donc qui peut être aussi contre-productif pour quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque. Et puis, donc là, il y a 6 points, mais nous, on a voulu aller plus loin dans notre démarche parce qu'on se rend compte que dans la notion, en fait, de déploiement de l'exosquelette, il y a des points qui sont très, très importants. La notion d'acceptabilité. Mmh. Alors l'acceptabilité, c'est par le salarié lui-même, hein. C'est-à-dire que me voir porter un équipement, est-ce que, parfois ça peut être les réflexions qu'on peut porter, est-ce que j'ai un handicap? Est-ce que je le porte pour faire de la prévention? Le retour que les autres collègues peuvent me faire. On a eu des cas d'arrêts d'essais qui se sont stoppés au bout de 10 minutes parce que, un collègue est passé, a fait une réflexion. Il y a la vision des patients, comme dans le médico-social, c'est-à-dire, est-ce que la personne, elle est capable de faire son travail, pour porter un résident si elle porte, elle-même un exosquelette? On se pose moins peut-être la question sur les lève-personnes ou les verticalisateurs. En attendant, on l'a sur les exosquelettes. Et puis, bah, le public, je prends l'exemple du supermarché Oui, que tu peux peut-être raconter. oui, oui, effectivement, quelqu'un qui a on a voulu mettre ça en place dans une grande distribution et toutes les 2 minutes, enfin les 5 minutes disons, il y avait quelqu'un qui venait le voir: «Mais qu'est-ce que vous portez là, dis donc?» Et du coup, en fait, tous les 5 minutes, il devait réexpliquer à chaque fois pourquoi il était là et donc au bout d'un moment, ça a été, stop de l'essai parce qu'effectivement, c'était quelque chose où imaginons que, bah, ça il va être dérangé plus souvent, donc il va perdre plus de temps à le faire que ce que l'outil normalement était censé, prodiguer. Et même notamment ce matin même, j'ai essayé des exosquelettes dans une brasserie, par exemple, et j'ai apporté 2 modèles, par exemple, pour pouvoir tester un petit peu 2 modèles et directement, il y en a un des 2, il est là, «Ah non, lui, pas possible». Ça a été rédhibitoire tout de suite parce que déjà la vision robotisée un petit peu et cetera, ça peut être très difficile à accepter pour quelqu'un et donc vraiment et puis l'idée c'est pas de le forcer, hein. L'idée c'est vraiment de se dire: «Bon, bah, OK, je comprends» et donc des fois certains, notamment le côté pas trop discret des fois de l'outil, va vraiment être bloquant. Un point qui est important, c'est la notion de restriction médicale et c'est là où on veut appuyer aussi sur la place du service de santé au travail dans l'accompagnement et le déploiement de l'exosquelette. C'est que c'est important que le salarié soit apte à porter l'exosquelette. Donc souvent, on va avoir de la mise en place dans le cadre de maintien en emploi ou en tout cas de prévention sur des personnes qui ont déjà des douleurs ou des pathologies. En prévention pure, ça marche pas tant que ça. Donc c'est important d'avoir l'accompagnement du médecin du travail dans la démarche. Dans le cas des grossesses, on n'a pas de recul du tout sur les risques. On peut imaginer qu'avec, des sangles abdominales, serrées, des points de friction, des problématiques potentielles de circulation, on peut se dire que c'est pas forcément compatible. Donc vraiment être vigilant, c'est dommage d'apprendre parfois le déploiement d'un exosquelette dans l'Ouest France, parce que parfois c'est ce qui nous arrive. On voit que dans une entreprise, ils ont déployé un exosquelette et le service autotravail n'a pas été mobilisé, donc on fait passer un message: «Pensez dès le début du projet, intégrez-nous dedans et on vous accompagnera, dedans». Faire attention aussi à la compatibilité avec l'environnement de travail. Si vous travaillez dans l'agroalimentaire, si vous avez du risque ATEX, si vous avez des salles, blanches, si vous avez des risques USD, beaucoup d'exosquelettes sont incompatibles. Vous voyez, c'est beaucoup de textiles, qui peuvent être lavés, mais qui ne sont pas forcément compatibles avec tous ces environnements-là. Alors certaines marques ont déployé des housses spécifiques de protection, ou des mises à la terre possibles, mais en tout cas, faire attention à son environnement. Et puis, ça c'est la phrase de Damien, mais il dit toujours ça, mais faites attention à l'effet waouh. L'effet waouh, c'est quand vous allez tester l'exosquelette pour la première fois, vous allez vous dire: «Mais c'est incroyable, mes bras, ils restent en l'air, c'est vraiment impressionnant». En plus, il faut savoir que, la plupart des fournisseurs ont tendance à les booster un petit peu, en salon professionnel. Alors ça, quand vous avez une assistance de 14 kilos, tout de suite, on se dit: «Waouh, c'est impressionnant». Mais dans la réalité, 14 kilos, c'est beaucoup d'assistance et en fait, voilà, ça dans un quotidien de travail, ça marchera pas bien. Il faut pas s'arrêter à l'effet waouh, quoi. Il faut aller plus loin dans l'essai notamment du matériel. Et puis après, il y a toute la partie notion de réglage, le choix de l'étail, la morphologie du salarié. Tout à l'heure, on parlait de la notion de genre. Le fait qu'il y ait une poitrine, développée, le fait qu'il y ait des hanches larges, ça peut rendre l'exosquelette beaucoup plus incompatible. La notion de déploiement collectif. Alors ça, c'est souvent une demande, c'est, on prend un exosquelette, puis il y aura 4 personnes qui vont l'utiliser.
Bah, réussir à trouver 4 personnes du même gabarit qui, même s'il est réglable, parfois il y a des exosquelettes, il faut être 2, il faut quelqu'un dans le dos pour régler l'exosquelette. Donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué et il est important d'avoir quelqu'un dans l'entreprise spécialisé, enfin spécialisé en tout cas, qui a cette sensibilité sur l'exosquelette si on veut que ça marche. Parce que c'est lui qui aura le regard critique quand il y aura l'utilisation, c'est lui qui va peut-être former les nouveaux arrivants et qui va s'assurer que l'exosquelette est bien porté et porté correctement. Sur la notion. Juste, effectivement, c'est que quand même, il commence à y avoir des modèles spécifiques pour les femmes qui commencent à arriver sur le marché. On en a un ici, là, par exemple, notamment, parce qu'effectivement, les lanières qu'on porte en mode sac à dos, notamment pour des gens qui auraient des fortes poitrines, ça peut être vraiment contraignant et donc il y a des systèmes de brassières qui commencent à arriver sur le marché, qui s'adaptent et donc encore une fois, ça, c'est pour ça que c'est assez individualisé quand même. Donc le temps de port, il est limité. Alors, il y a pas de publication précise qui nous dit pas plus d'une heure, pas plus de 2 heures, pas plus de 3 heures, mais par contre, ce qu'il faut que ce soit compatible avec votre activité de travail et donc il faut s'assurer que l'organisation de travail soit compatible avec l'exosquelette. Tout à l'heure, on parlait de l'exemple de, soulager une partie du corps. Est-ce que je soulage plutôt le dos ou plutôt les épaules? Je prends un exemple simple, souvent c'est la question, c'est dans la grande distribution, on dit: «Je fais de la mise en rayon». Et la mise en rayon, si vous faites de la mise en rayon, vous commencez au sol et vous allez jusqu'à 1,80 m, 2 m. Bon, bah, peut-être qu'il va falloir équiper une personne avec la partie assistance pour les épaules et qui fera que la partie haute et qu'il y aura un autre salarié qui fera la partie basse avec un autre exosquelette. Mais ça veut dire qu'il faut penser à l'organisation de travail. La palettisation, c'est le même principe. On commence une palette, c'est plutôt le dos et on finit la palette, c'est plutôt les épaules. Donc c'est que des fois aussi compliqué là-dessus, par exemple. On l'a déjà dit, mais on le redit, attention à la sudation qui peut être plus importante parce que vous portez un équipement textile par-dessus votre tenue de travail, surtout en période estivale ou quand il y a de la charge physique importante. L'irritation, le contact direct avec la peau, souvent au niveau des bras surtout, principalement. Toujours une partie du corps seule cible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment garder ça en tête, c'est la phrase peut-être la plus importante de toute la présentation et puis on redit, mais aussi on dira 4 fois. Et puis l'accès aux sanitaires aussi, qui peut être plus compliqué. Voilà, tout simplement, est-ce que j'ai le temps ou pas de m'équiper, me déséquiper pour avoir un accès aux sanitaires? Dans une démarche de prévention, le prix d'un exosquelette, c'est très important. Aujourd'hui, la plupart des exosquelettes que vous avez devant vous valent à minima 2 2000 000 €, €. ouais. À minima 2 000 €. Et on peut imaginer que c'est un équipement qu'il va falloir acheter individuellement, donc on peut en avoir, 2, 3, 4 à acheter. Donc par rapport au prix de la prévention collective, hein, parfois je prends l'exemple d'une table élévatrice qui pourrait peut-être coûter 5 000 €, bah, il y a peut-être un intérêt à réfléchir plus globalement sur la prévention collective. Je l'ai dit tout à l'heure, absence d'un référent exosquelette de l'entreprise, c'est un point bloquant et puis ça honnêtement, avec beaucoup de recul, on se dit que ça a pas un grand intérêt en prévention primaire. Souvent, ça marche pas bien dans le temps. En fait, ça pourrait marcher, mais il faut un suivi avec un référent qui soit là tout le temps, constamment et cetera et qui suive sur des grosses démarches. Il y a eu quelques études sur Paris avec la RATP, genre de choses, la Poste aussi et cetera, qui ont essayé de tenter des choses. Force est de constater que sur le long terme, en prévention primaire, quand on n'a pas de douleur, c'est très difficile. Parce que du coup, on vient contraindre le salarié qui n'a pas de gêne habituellement et du coup, en lui faisant dire: «Mais c'est pour ta prévention plus tard au cas où si tu te blesses». Ouais, mais là, aujourd'hui, ça me dérange quand même et donc ça, c'est assez compliqué quand même et je reviens juste quand même sur l'accès aux sanitaires parce que c'est un point aussi assez bloquant, notamment parce qu'il y a beaucoup souvent de porcs avec des harnais, un peu sous forme de harnais qui se prennent au niveau des jambes et si on a besoin d'aller aux toilettes, bah, typiquement pour une femme, ça va être très compliqué à chaque fois de devoir se déséquiper, se rééquiper et cetera, juste pour aller aux toilettes et donc le temps de déshabillage, rhabillage est aussi un phénomène assez bloquant aussi en général. Alors effectivement, là, l'idée maintenant, c'est de vous présenter un petit peu normalement la méthode d'intégration que l'on conseille pour, mettre en place si vous souhaitez vraiment si on va dans cette idée de l'exosquelette. Encore une fois, souvent ça arrive par cette idée, on voudrait les exosquelettes, on entend parler, aux informations, à la radio, à la télé, en disant que c'est la solution pour les TMS, souvent divers et variés et donc on se dit: «Au fait, on voudrait peut-être tester l'exosquelette», voilà et donc il y a quelques questions quand même à se poser en amont de se lancer. Quelques questions basiques, mais à quoi finalement? Pourquoi on a besoin de squelettes? Pour quel type d'activité notamment? À quoi servirait? Qui a émis l'idée? Est-ce que c'est finalement que ça vient que du dirigeant ou ça vient plutôt des salariés, par exemple? C'est pas du tout le même impact. Pourquoi maintenant? Effectivement, pourquoi là d'un coup c'est ça et pas autre chose, par exemple? Et puis effectivement, à qui ça servirait? Est-ce qu'on priorise déjà des salariés ou pas, par exemple? Donc un peu comprendre d'où vient l'idée. Le deuxième chose, c'est effectivement une fois qu'on a un petit peu posé toutes ces questions-là et que ça paraît toujours pertinent, c'est de se dire: «Bon, bah, on va peut-être analyser les situations de travail afin de s'assurer que l'idée innovante se transforme en solution réelle». C'est ça l'enjeu et donc pour ça, c'est
Comment? Bah, par l'observation des situations réelles de travail. On l'a déjà dit plusieurs fois sur d'autres, tables rondes d'aujourd'hui, mais vraiment l'idée, c'est d'observer les conditions réelles de travail pour comprendre quelles sont les contraintes notamment et les ressources et valider ou non la pertinence de l'exosquelette comme solution éventuelle. Et surtout, le mettre toujours au regard d'une prévention collective. Nous, on n'est pas là, enfin, l'exosquelette, c'est vraiment la dernière des dernières préventions. L'idée, c'est qu'il y a d'abord plein de choses à faire et notamment, les préventions collectives, on parlait de préhenseurs, ventouses, par exemple, ce genre de choses, des tables à hauteur constante. Avant de vous dire: «Bah, pourquoi le carton, il arrive en bas et que je suis obligé de me baisser?» c'est pourquoi on ne peut pas faire venir le carton plus haut, tout simplement. Donc il y a plein d'autres choses à faire avant de mettre un exosquelette, vraiment. L'organisation du travail permet-elle l'intégration d'un exosquelette? Je pense à l'exemple de la variabilité du travail qui, par exemple, si on a besoin d'une très grande variabilité dans son activité, bah, des fois l'exosquelette qui est pensé plutôt pour des tâches répétitives et ben, du coup, ça va pas forcément «matcher» entre guillemets. Et donc est-ce qu'il est possible dans ces cas-là, des fois, de réorganiser l'activité? Comme on disait, par exemple, la grande distribution, quelqu'un qui va faire que le haut, d'autres qui va faire que le bas. C'était pas habituellement comme ça réalisé au niveau de l'organisation, mais ça peut être une idée, par exemple. Et donc vraiment penser que cette organisation de travail va être à réfléchir dans le cadre, en tout cas, de la mise en place d'un exosquelette. Et donc si tout ça, c'est au vert, je dirais, toute cette partie gauche, la validée de la pertinence, et ben, dans ces cas-là, il faut définir un cahier des charges auquel le dispositif devra se soumettre. Parce qu'effectivement, là, vous voyez, il y a plein de modèles différents qui ont chacun des avantages aussi et des inconvénients inhérents à leur modèle. Et donc, il est nécessaire de se dire, bah, dans quel environnement je vais l'utiliser, salissant, pas salissant, salle blanche, ESD, agro, comme a dit Vincent tout à l'heure, profil féminin ou non. Qui seraient les futurs utilisateurs, un seul ou plutôt multi-opérateurs? Et quels sont les besoins heu, de postes en termes d'assistance physique? Par exemple, je vous donne l'exemple, celui-ci, il est fait que pour des assistances entre 0 et 60 degrés, et là-bas, celui-là, il est à partir de 60 degrés jusqu'à au-dessus. Donc par exemple, quel est le type d'assistance qu'on recherche, par exemple? Voilà un exemple, je ne vais pas le détailler, mais un exemple de cahier des charges assez précis qu'on peut être amené, à générer si on a le temps et si on est dans une démarche vraiment, globale. Après, l'idée, c'est que bon, aujourd'hui, on commence à connaître aussi les modèles qui existent sur le marché, donc souvent, on se passe un peu de cette étape-là parce qu'on connaît déjà les impacts et cetera. Mais bon, ça peut être toujours bien de se faire l'effort, en tout cas pour la première fois de la mise en place, de faire l'effort, en tout cas de faire ce cahier des charges pour se rendre compte de tous les éléments à prendre en compte. Et donc après, une fois qu'on a fait ce cahier des charges, bah, il faut rechercher sur le marché, qu'est-ce qui peut exister, en tout cas comme modèle, et donc notamment aussi qui est distribué en France, parce que comme je dis, tout n'est pas distribué en France. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on veut partir là-dessus, l'important aussi, c'est de communiquer au sein des entreprises sur et d'engager une démarche participative en mobilisant, que ça soit les dirigeants, les fonctions, managériales intermédiaires et également les salariés. Si ça vient que de des dirigeants et que les salariés ne sont pas partie prenante, ça ne marchera pas, et à l'inverse, si ça vient des salariés mais que le dirigeant, il est pas d'accord, ça va être compliqué aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'engager une communication globale, sur, effectivement une démarche participative, notamment pour garantir la réussite d'une démarche d'intégration notamment. Donc, par exemple, assurer les outils de suivi, ça c'est ce qu'on va conseiller ensuite, c'est-à-dire, des observations d'entretien, des entretiens, des questionnaires tout au long du processus, ça peut être intéressant. Un cadrage clair de la démarche, instances régulières, feuille de route, planning du projet. Des communications régulières, donc c'est-à-dire, bah, voilà, on va faire ça tel jour, ensuite, bah, voilà le retour qu'on a eu de terrain, les avancées du projet, les résultats qu'on a pu avoir, les inconvénients aussi, les objectifs qu'on recherche en tout cas. Et l'idée, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment il faut intégrer effectivement aussi le fournisseur. Ce que j'ai pas dit quand même tout à l'heure, c'est que lui, ça va être le garant de la formation au port de l'exosquelette parce que chaque outil est très spécifique en termes de réglage. Et chaque micro-réglage peut avoir son importance notamment, donc vraiment le distributeur a son rôle, le fournisseur pardon. Les salariés bien entendu qu'il va falloir faire concerner par le port de l'exosquelette, le manager parce que lui va faire le suivi, le relais de ça, et et vraiment cette fonction de suivi terrain tout ce temps, et parce que je vous assure, je suis arrivé des fois dans les entreprises, il y avait un réglage qui n'avait pas été fait de l'exosquelette, du coup l'exosquelette ne servait plus à rien du tout, même il était même contre-productif, et s'il y avait eu quelqu'un qui faisait ce suivi un peu régulier, bah, ça ne serait pas produit. Donc c'est important, et puis effectivement la direction qui doit être bien sûr au courant et favorable. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, effectivement, c'est, présenter l'outil. Donc
en général, on essaie de ne pas présenter l'outil directement en situation réelle. On essaie de le faire un petit peu en salle pour, un peu tester, avoir cet effet un petit peu waouh, comme on a parlé tout à l'heure. Et la première impression est stratégique parce que comme je vous dis tout à l'heure ce matin, non, direct. Première impression, c'est j'ai à peine déballé le truc, non, c'était pas possible. Et ça vraiment c'est assez important et donc l'important c'est d'essayer d'en faire une expérience curieuse et agréable. Parce que je vous dis, ça peut être quand même vécu difficilement par certains salariés. Notamment des personnes qui sont sensibles et à qui on va renvoyer: «Mais tu es handicapé pour avoir besoin de ça?» C'est pas toujours évident, hein, vraiment. Et donc ensuite, l'idée, c'est de présenter l'exo aux équipes, en dehors des sessions de travail, présentation du projet et cetera, identification des volontaires, validation concertée de la pertinence et cetera. Et donc le distributeur ou le fournisseur va venir vraiment montrer à toutes les personnes présentes les réglages, va aller même des fois les régler spécifiquement si c'est pour un seul salarié, par exemple, et donc va même pouvoir faire un suivi aussi parfois. Et enfin, il y a les premiers tests en situation réelle qui vont arriver derrière avec, c'est bien aussi des retours a posteriori, des fois des petits questionnaires aussi qu'on peut mettre en place. Ça, je crois que c'est l'étape d'après justement, voilà, c'est la partie évaluation notamment donc, avec, l'évaluation subjective, c'est tout ce qui est les retours, verbatim, donc tout ce qui est questionnaire, sondage, entretien individuel ou collectif et cetera. Et puis après, il y a effectivement l'évaluation objective. Alors nous, en service santé au travail, on peut assez difficilement aller là-dessus parce qu'il faut des outils assez précis comme des EMG. On peut avoir le cardiofréquence-pétrie, mais c'est pas toujours adéquat par rapport à l'exosquelette. Il peut y avoir, aussi quand même l'impact sur la posture aussi de travail qu'on peut quand même mesurer. Et en fait, il y a aussi d'autres indicateurs qui peuvent être pris en compte, notamment sur le taux d'utilisation de l'outil, le durée du port, le retour effectivement sur investissement par rapport à la prévention collective aussi. Et l'idée, c'est aussi au terme, par exemple, les services RH peuvent aussi mesurer l'impact sur les TMS, les AT, les MP dans quelques années, mais c'est pas encore pour tout de suite parce que comme je vous disais, c'est assez récent et donc ça se met en place. On n'a pas encore de retour vraiment sur le long terme. Et donc si on fait tout ça, bah, là, derrière, on a un déploiement, où il y a toujours cette question d'acceptabilité qui est toujours cette notion aussi importante et donc c'est toujours l'acceptation et la mise à l'épreuve de la technologie dans son contexte d'usage. Et donc c'est un processus tout ça qui est dynamique et qui avec une remise en question systématique. Et donc c'est vrai que c'est vraiment important. Ça s'intègre dans une activité dont les déterminants peuvent être remettre en question son acceptation. Ça, c'est un message assez crucial. Alors, une des questions qu'on a gardées pour la fin tout à l'heure, c'est sur les 10 idées reçues de l'INRS, c'était: est-ce que l'exosquelette est un EPI? Et à la limite, je vous proposerais même le vrai faux maintenant. La question. Mais dans les 10 idées reçues, on l'a pas mis volontairement. Le micro. Faux? Ouais. Plutôt faux? Ouais. Alors, en pratique, l'INRS dit non. Nous, on a tendance à dire oui. Pourquoi? Parce que dans les principes généraux de prévention, l'exosquelette arrive après la protection collective. Donc, dans une démarche de prévention, on doit l'assimiler à un EPI. Pourquoi? Parce qu'on va le porter. C'est un cas individuel. Il y a des réglages, il y a des points de friction, il y a de l'entretien, il y a du lavage, il y a des vérifications à faire. Tout ça, ça correspond exactement au harnais, par exemple, au harnais de travail en hauteur, un EPI malgré tout. Mais d'un point de vue réglementaire, ce n'est pas un EPI. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas à une norme de protection, comme peut être, par exemple, on vous a mis l'EN 388 pour les gants de protection, qui vont vous dire, par exemple, ils résistent à un nombre de passages d'une lame, ils vont résister à tel produit chimique, ils vont résister à telle température. Donc, il ne répond pas à une norme. Et il n'y a pas de notion réglementaire dans le Code du travail qui fait appel aux EPI, contrairement, par exemple, au PICB, protecteur individuel contre le bruit, pour les bouchons d'oreille, par exemple, où on en parle dans le Code du travail. Donc réglementairement, ce n'est pas un équipement de protection individuelle, mais dans la démarche, il faut l'assimiler. Voilà. Alors partie financement, on vous a mis une petite 2 diapos dessus parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose pour le financement. Est-ce qu'il y a des personnes, des organismes, handicap aujourd'hui là? Ouais, d'accord. Cap emploi, très bien. Donc dans le cas d'un salarié qui aurait une RQTH, donc une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et selon son régime, s'il relève de l'AGFIP, le ETH ou le FIPHP pour les personnes qui sont de la fonction publique, normalement il ne devrait pas y en avoir aujourd'hui avec nous. Normalement, non. Donc, sous condition d'en avoir un avis circonstancié du médecin du travail, qui est une étude ergonomique du poste, on peut imaginer un financement sur notre territoire, donc sur la Bretagne, 50% du financement maximum avec un plafond à 5 250 €. Donc c'est quelque chose qui peut être spécifique, qui peut être pris en charge. Et ça, c'est uniquement dans un cadre d'intégration individuelle, curatif, de prévention curatif, d'accord? Alors,
Aujourd'hui, nos organismes de prévention, que ce soit la CARSAT, l'ARACT, MSA, OPBBTP, tous ces organismes-là ne participent pas au financement des exosquelettes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils assimilent un équipement individuel de la même manière, ce que je vous disais, comme les EPI. Sauf, Ouais. il y a une petite notion, Oui. il y a le FIPU, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, donc qui est un fonds de la CARSAT. Et dans ce fonds-là, il y a un fonds de maintien en emploi avec l'annexe 4 de la visite médicale. Donc, quand il y a une visite médicale, le médecin du travail peut mettre en place des aménagements de poste. Donc, ça s'appelle l'annexe 4. Et si sur cette annexe 4, il a noté que l'exosquelette pouvait être une solution de maintien, eh ben, il y a un financement dans le cadre du FIPU. Et même si on n'a pas de RQTH cette fois-ci. Mais, pour être très honnête avec vous et très, terrain, opérationnel avec des retours d'expérience, c'est que les médecins, c'est une technologie qui est relativement donc récente, avec peu de retours d'expérience, notamment sur les effets sur le long terme. Pour l'instant, nos médecins sont assez frileux, je vais pas vous mentir, et donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ce que je peux comprendre, hein, mais du coup, ce qui fait que c'est assez difficile de faire remplir par un médecin cette annexe 4, notamment concernant sur les exosquelettes. Je préfère être transparent. Parce que ça veut dire aussi que si derrière, vous ne pouvez pas mettre en place l'exosquelette, ça sous-entend aussi peut-être potentiellement une inaptitude au poste, s'il n'y a pas l'aménagement de poste en place aussi. Donc, il y a des enjeux qui sont importants. Oui. Bon. Conclusion hyper importante à retenir. Donc, c'est plutôt un outil individuel qu'un outil collectif. Donc, c'est vraiment une partie importante de ça. Il faut réorganiser l'activité de travail. C'est-à-dire que si vous arrivez comme ça sans réorganiser, ça ne marchera pas. Ça soulage une seule partie du corps, ça on l'a dit et redit. Ouais. Il y avait forcément une grosse phase d'appropriation parce qu'il y a une formation, il faut s'approprier l'équipement, il faut l'intégrer dans un collectif de travail, dans une organisation de travail. Donc, c'est très important de pouvoir avoir cette phase Et d'appropriation cette phase est cruciale, vraiment. avec quelqu'un qui accompagne sur le terrain, vraiment. Il y a moins de modèles adaptés aux femmes que pour les hommes. Ça peut être plus compliqué pour les métiers avec des femmes. Notamment pour les femmes, les 2 points bloquants, c'est vraiment poitrine et hanche notamment, en général, et l'accès toilette aussi parfois. L'effet sur le long terme est peu connu. Voilà, on n'a pas de retour précis. On a eu quelques gros déploiements collectifs à une époque, on a eu un peu de communication là-dessus. Et aujourd'hui, en pratique, on n'a pas trop de retours sur des plateformes de grande distribution qui auraient équipé 70 personnes d'un coup d'un exosquelette. Les retours vont pas dans le sens d'un maintien. Pérenne. Voilà. En fait, très vite, au bout d'1 an, on voit que l'outil peut rester dans le placard. Donc c'est vraiment ce qui marche le mieux honnêtement par retour d'expérience, c'est vraiment quand c'est des essais individualisés dans des cadres de personnes qui ont déjà des problématiques de santé, donc des douleurs finalement. Quelqu'un qui a pas de douleur, c'est assez difficile. C'est une technologie qui continue à se développer et tous les 6 mois, on a un nouvel exosquelette sur le marché aujourd'hui. Donc pour nous, c'est même difficile parfois à suivre, hein, sur les modifications. Et il faut être aussi très, très vigilant sur les contrefaçons qui arrivent sur le marché. Aujourd'hui, si vous ouais, je le dis parce que c'est des choses que j'ai même une entreprise qui m'a sollicité dans ce sens-là. Vous allez vous amuser, aller sur les plateformes, chinoises type AliExpress, Temu ou ce que vous voulez. Vous tapez exosquelette, vous verrez ces exosquelettes-là à des prix parfois, délirants ou complètement des copies autres avec d'autres couleurs, d'autres matériaux et on ne connaît pas forcément leur efficacité et puis Durée. leur durée dans le temps, voilà. Mais être vigilant sur cette partie-là. C'est pas un outil miraculeux, mais c'est un outil qui peut participer à la prévention des TMS. Donc il faut quand même garder ça comme une idée, hein, faut le mettre dans sa démarche. Si on peut pas aller plus loin dans la démarche, ou en tout cas on suit toutes les démarches, de prévention, habituelles. Mmh. Et puis il y a cette notion qu'il faut garder, hein, c'est l'attractivité de l'entreprise, c'est le maintien des talents. C'est mot RH. D'expérience quoi. Voilà, de manière aujourd'hui, on voit bien, hein, quand une entreprise a investi dans les exosquelettes et c'est pas une caricature, hein, vous regardez dans l'Ouest France, quasiment dans les semaines qui suivent, il y a un article qui est fait. Que ce soit, l'agroalimentaire, que ce soit, du BTP, on va retrouver des articles dans ce sens-là. Donc les entreprises communiquent par rapport à ça, par rapport au fait qu'elles investissent. Alors c'est vrai qu'on le voit peut-être moins quand il y a une table élévatrice, mais voilà, c'est un sujet qui est important. Et qui est très à la mode en ce moment. Et puis c'est quand même pour nous aussi l'occasion de recréer du lien, en général aussi avec l'entreprise, et c'est en fait souvent on rentre par la porte de l'exosquelette, parfois, et on y fait autre chose. Ça arrive aussi très fréquemment. Et en tout cas, on y fait autre chose en plus de l'exosquelette parfois aussi. On vous a mis, une petite des publications. Donc il y a un document qui s'appelle «Acquisition et intégration des exosquelettes en entreprise» de l'INRS. Je C'est un l'ai si vous document souhaitez consulter. extrêmement intéressant, très synthétique, très pratico-pratique avec des grilles aussi de tests, donc qui peut être utile pour l'entreprise. Ouais. Les 10 idées reçues qu'on vous a, martelées. Les impacts sur la sécurité des opérateurs, état de connaissance.
Le questionnaire sur l'évaluation avant-après porte de l'exosquelette, qui c'est un questionnaire qui est aussi intéressant, qui peut être aussi utilisé par les médecins, par exemple, en visite. Et il a été refait là récemment, un peu plus clair, un peu plus concis, bien opérationnel honnêtement. Et il y a une norme, une seule aujourd'hui sur le marché, norme la NFX 35800 qui parle du déploiement de l'exosquelette en entreprise. Comment déployer un exosquelette dans une entreprise? C'est pas, ça ne couvre pas d'un point de vue normatif les exosquelettes, mais uniquement la démarche de déploiement. Voilà, on a fait le tour tous les 2. Si vous avez des questions, ben, on est là pour y répondre et sinon après on pourra aussi faire des petits essais pour ceux qui veulent.